Euh, hum, 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 hum. Je vais... Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est ce matin, la connexion n'est pas assez bonne. Je ne sais pas pourquoi. Et j'aimerais commencer avec vous sur... partager avec vous un point. Le titre d'aujourd'hui, c'est est-ce que le peuple camerounais, la question que je me pose, est adepte d'autoflagellation. D'abord, pour commencer ce matin, je voudrais me présenter comme toutes les fois que je fais un live. Mon nom, c'est Laurent Mbeka. Je suis Camerounais vivant, fils adoptif d'Allemagne. Né en 1979, le 13 mai, à Com2. Camerounais de père et de mère et fils du pays Boulou, comme on peut dire, les pays du Sud, Cameroun. Je suis engagé avec des millions de Camerounais. Nous sommes des millions qui pensons que nous devons faire quelque chose, dire quelque chose, apporter notre part de contribution à l'évolution et à l'évolution de la civilisation camerounaise, si on peut même le dire, à la libération du peuple camerounais, afin que dans ce pays, afin que ce pays regagne sa vraie nature, afin que les peuples de ce pays regagnent leur vraie nature. C'est en fait pour cela que nous sommes engagés. L'engagement politique, très souvent, a été toujours considéré comme l'activité de ceux qui ont échoué dans leur vie. Au Cameroun, si tu commences à parler politique, très souvent on se dit, ou bien on te considère comme quelqu'un qui a échoué, comme quelqu'un qui n'a rien à faire, comme quelqu'un qui, en fait, qui ne vaut pas la peine. Parce que chez nous, celui qui vaut la peine, c'est celui qui a beaucoup d'argent, celui qui partage l'argent aux gens, celui qui fait partie du gouvernement, de la fonction publique, celui qui travaille, celui qui est un grand homme d'affaires. Et surtout lorsque tu es de la diaspora, lorsque tu es quelqu'un de la diaspora, ce poids pèse encore sur toi. Salut mon frère Simo. Salut Sidoine. Ce poids pèse énormément sur toi parce que ceux qui restent au pays comptent sur toi. Tu es comme pour eux une élite, une chance, une opportunité pour que eux aussi, ils deviennent riches, pour que, je sais pas quoi. Donc si tu es en Occident et que tu parles de la politique, on trouve que tu as raté. Parce que on se dit, mais tu n'es pas là-bas pour ça. Depuis que tu es là-bas, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Parce que chez nous, nous ne considérons pas parler comme étant une action. Mais nous parlons tous. Depuis que nous sommes petits, on nous parle. Nos parents nous parlent. Nos amis nous parlent. Les présidents nous parlent. Les ministres nous parlent. On nous conseille.
Mais lorsque toi, tu commences à parler, on dit, ça sert à quoi de parler? Merci à tout le monde, Robinson. Bonjour, bonjour. Lorsque toi, tu commences à parler, lorsque tu commences à dire des choses qui peuvent provoquer l'éveil, qui peuvent provoquer même les gens à la révolte. Bonjour Giotto, bonjour Laurie. Là, on te dit que parler ne sert à rien. Mais depuis que nous sommes petits, on nous parle. On nous a envoyés à l'école pendant des années. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'école? On partait suivre des gens qui nous parlent. C'est parce que quelque part, nous sommes conscients que parler est important. Lorsque tu es humain parce que tu peux parler. Les chiens, les chats, les poules, les cafards, qui sont de toute façon nos compagnons en grande majorité au Cameroun, ne parlent pas. Certes, ils ont leur façon de communiquer. Mais parler, c'est l'apanage de l'humain, c'est l'homme. Et c'est parce que les hommes parlent qu'ils ont pu construire des civilisations. C'est parce que les hommes peuvent parler. Parce que la seule façon de mettre l'autre homme, de faire comprendre l'autre homme, c'est pas la seule façon, mais c'est la façon la plus superficielle. Si je me tais ici, je ne dis rien. Beaucoup d'entre vous, si on est dans une même maison ensemble, ou dans un même espace, si je me tais et que je ne dise rien, beaucoup d'entre vous ne sauront pas ce qui se passe avec moi, ce que je pense. Parce que nous ne sommes pas assez sensibles pour lire dans les pensées des autres. Il y a des gens qui ont cette capacité, mais c'est la très grande minorité. La grande majorité, pour qu'elle puisse t'écouter, te comprendre, pour qu'elle puisse se faire comprendre, il faut qu'elle parle. C'est pour cela que je parle. Ok, c'est pour cela que je parle. Je suis conscient que parler ouvre des brèches. Parler ouvre des cœurs. Parler est une clé pour tout changement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Après parler, on peut agir. On commence d'abord par penser ce qu'on va parler. Après, on parle ce qu'on a pensé. On l'articule verbalement. Après, ça viendra physiquement par l'action. Et toute bonne action naît d'abord de la bonne pensée, la bonne parole, et puis il y aura bonne action. Remarquez que les gens qui n'arrivent pas à parler sont violents. Ils n'ont pas la facilité ou bien l'aptitude, ils ont la peine à bien agir. Parce que parler nous aide à dégager une quantité d'énergie. Lorsque tu es en colère, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Parler t'aide à te calmer. Parce qu'en parlant, tu dégages de l'énergie, le surplus d'énergie. L'énergie de colère s'extompe. Moins les gens parlent, plus ils sont violents. Vous allez remarquer ça même chez les enfants. Les enfants sont très violents. Parce que les enfants ne parlent pas encore. Donc tout ce qu'ils font, c'est... Il faut remarquer. Et on a l'habitude de dire, faites attention aux gens qui ne parlent pas beaucoup. Parce que les gens qui ne parlent pas beaucoup sont très violents. Ils sont possibles, je n'ai pas dit qu'ils sont forcément toujours violents, mais c'est possible qu'ils ne sachent pas se retenir lorsqu'il faut agir.
Parce que toute l'énergie quitte de la colère, de la tête et directement dans l'action. Les actions là sont tellement souvent compulsives. Faisons très attention. Donc, vous allez vous... Les gens se posent sur la question, mais qu'est-ce qui nous pousse à nous engager dans les choses comme la politique, parler de politique? Qu'est-ce qui nous donne le courage de dire qu'un monsieur comme M. Biya et son équipe ont échoué la gouvernance du Cameroun? Est-ce que c'est parce que nous sommes forcément des bonnes personnes? Est-ce que c'est parce que je suis une bonne personne? Ou bien si c'est moi qui étais, est-ce que j'aurais fait mieux? Non. Ce n'est pas forcément pour ça qu'on s'engage. Ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on s'engage. En fait, c'est une bonne chose de ne pas forcément être une bonne personne pour s'engager. De ne pas forcément être parfait pour s'engager. Si on savait déjà qu'on allait bien faire, si on savait tous déjà ce qu'on allait faire quand on aurait le pouvoir, si on savait déjà tout ce qu'on allait faire si on était à la place de M. Biya, de M. Ngongo, de M. Franck, de M. je ne sais pas qui, de Jean-Irène Biya, je ne sais pas qui, il n'y aurait plus possibilité de changement. Le changement ou la possibilité de changement naît parce que personne ne sait vraiment s'il est bon ou mauvais. Donc, je veux que nous qui nous engagions, que nous ayons de l'humilité quand même dans notre engagement. Engageons-nous avec beaucoup d'humilité. Parce que nous ne nous engageons pas parce que nous sommes les meilleurs. Non. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes les moins corrompus. Non. Ce serait un mensonge. Ce n'est pas forcément parce que... Salut Wakanda. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes les gens qui peuvent mieux gouverner, que nous sommes très justes, plus que le monde entier. Non. Nous ne savons pas. Parce que nous n'avons pas encore eu le pouvoir. Très souvent, on découvre qui nous sommes. Très souvent, nous découvrons qui nous sommes seulement face aux situations. Donc, je ne m'engage pas parce que je suis meilleur que ceux qui sont au pouvoir. Non. Je m'engage parce que je pense que je peux proposer meilleur. Je m'engage parce que je pense que j'ai des idées nouvelles et meilleures. Je m'engage parce que je pense que le peuple camerounais a droit à quelque chose de nouveau et de meilleur. Donc, parce que beaucoup de gens nous refusent l'engagement. Beaucoup de gens se refusent le changement. Beaucoup de gens combattent ceux qui s'engagent parce qu'on se dit, qu'est-ce qui prouve que Kamto sera meilleur? Qu'est-ce qui prouve que avec Kamto ce sera bon? Qu'est-ce qui prouve que avec Cabral ce sera bon? Qu'est-ce qui prouve que avec X ou Y ce sera meilleur? Et ils s'abstiennent. Ils se disent, mieux le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. Je veux donc vous dire que non. Vous ne choisissez pas d'essayer d'autres personnes parce qu'il y a une preuve qu'ils seront bons. Vous choisissez d'essayer une autre équipe, un autre homme politique, d'autres idées politiques. Parce que vous voulez vous développer, vous voulez apprendre plus. Vous voulez découvrir. Nous sommes les êtres humains et nous avons la capacité de se découvrir, de nous découvrir, de découvrir le monde, de découvrir la vie. Et on ne peut que découvrir si on donne les possibilités à des choses nouvelles. Et même si nous doutons de la capacité d'un autre homme politique de prendre, l'occasion nous est donnée de le mettre. Donc, face d'au mur, ou bien de le juger, on connaît le maçon au pied du mur. Vous voulez vraiment connaître qui est l'homme politique qui vous propose le changement? Vous voulez vraiment savoir s'il pouvait faire des choses meilleures pour vous? Au lieu de vous contenter, au lieu de vous replier sur vous-même,
Au lieu de vous dire, comme je ne suis pas sûr que toi, tu seras le bon, X sera le bon, Y sera le bon, alors je reste, je ne fais rien, je ne choisis ni Paul Biya, ni Camto, parce que ça ne sert à rien, ni Cabral, ni parce que ça ne sert à rien. Il est sage et intelligent de donner de la chance à quelqu'un d'autre pour le découvrir, pour vous découvrir vous-même en tant que peuple, en tant que citoyen. Vous ne connaissez pas vos capacités, vous ne savez pas ce dont vous êtes capable si vous ne vous ouvrez pas de nouvelles possibilités. Tout ce que le citoyen camerounais connaît jusqu'à présent, c'est ce que M. Biya lui a permis. Mais ça ne veut pas dire que le citoyen camerounais actuel, c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut devenir, ce qu'il est actuellement. Le peuple camerounais n'est pas forcément actuellement sur sa meilleure posture. Il y a encore à découvrir. Nous avons encore du potentiel à découvrir de nous-mêmes en tant que citoyens. Nous avons du potentiel à découvrir de nous-mêmes en tant que peuple, en tant que collectivité, en tant que nation. Et ce n'est que possible si on donne de la chance à des choses nouvelles, à des gens nouveaux, à des perceptions nouvelles, à des idéologies nouvelles. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Bon, la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais, est-il adepte d'autoflagellation? Je vais répondre à cette question par oui. Et je vais dire pourquoi. Et lorsque je vais le dire, c'est pour que le peuple camerounais, que la jeunesse camerounaise, que chaque citoyen qui m'écoute, camerounais qui va m'écouter, plus méditer sur cette chose, sur sa posture, jusqu'ici, politique. Écoutez, c'est quoi la flagellation? En fait, il y a plusieurs années, près de des milliers d'années même, ou des centaines d'années, on peut dire, presque, il y a des sectes religieuses ou des groupes religieux, des philosophies religieuses qui pensaient que la seule façon de prouver à Dieu que ils sont ses serviteurs fidèles, c'était d'imiter le chemin de croix. Vous allez voir, il y a des sectes religieuses, il y a des groupes religieux, des idéologies, les religieuses qui pensent que il faut se torturer pour plaire à Dieu. C'est plus tu te tortures, plus tu es perçu comme quelqu'un qui est très aimable à Dieu et tu es perçu comme celui qui peut recevoir les faveurs de Dieu. Alors ces gens se tapent le corps, ces gens se blessent, vous avez sûrement vu des images comme ça, des gens qui sautent, ils roulent au sol, d'autres se blessent en se tapant pour que le sang coule, plus le sang coule, d'autres portent même souvent des casques, des masques avec des couronnes d'épines, le sang coule partout, on se tape, on se flagelle, on se blesse. C'est une conséquence parmi tant d'autres. Ce n'est pas tout le monde qui le fait au même degré, mais dans la culture, dans l'idéologie chrétienne et d'autres religions aussi, dans l'idéologie des religions, il y a cette idée selon laquelle le grand amour, c'est qu'on peut prouver à Dieu, c'est si on torture le corps. Vous allez voir des gens qui vont vous dire qu'ils ne mangent pas.
Je fais 20 jours sans manger pour prouver à Dieu que je suis spirituel, que je suis... Ils vont torturer leur corps. Il y a même des endroits où on va vous dire, ok, vous devez, il faut couper le membre qui vous empêche, si un membre de votre corps vous empêche d'atteindre la, je sais pas quoi, de plaire à Dieu ou bien de faire la volonté de Dieu, taillez-le, coupez-le. Ce sont ces philosophies en fait. Tous ne font pas ça. Je n'ai pas dit que tout le monde fait ça. Tout le monde prend ça littéralement. Non. Mais je veux vous faire comprendre d'où est-ce que les gens tirent cette idée de se flageller physiquement. L'autoflagellation, c'est la capacité de se blesser soi-même, de torturer son corps soi-même pour plaire. Et l'histoire qu'on nous a racontée des sauveurs ou du sauveur, des sauveurs religieux, des messies, c'est que les messies sont allés jusqu'à se tuer pour démontrer qu'ils sont soit les envoyés de Dieu, soit pour démontrer qu'ils aiment beaucoup le peuple. Et vous allez voir que ce genre d'idée est resté. Elle dit que dans nos esprits, on a associé la souffrance personnelle, l'autoflagellation, la mort personnelle au grand amour. Donc dans notre cerveau, dans notre esprit, le grand amour et la mort et la souffrance physique vont de pair. C'est inconscient. C'est pas qu'on fait ça inconsciemment que oui, je vais. Vous allez remarquer ça même en amour. Les partenaires attendent très souvent que vous souffrez pour eux pour leur prouver que vous les aimez. Plus un homme est torturé du matin au soir sous le soleil, plus il travaille dur, plus il est félicité. Salut Racine Maurice. Plus il est apprécié par les autres hommes et les autres femmes. Vous allez voir dans les réseaux sociaux, c'est l'homme qui souffre le plus, qui vit le plus difficilement possible, qui devient soit une star, soit un homme. Ce sont des qualités qu'on apprécie. Oh, voilà un grand homme. Voilà un vrai papa. Voilà un vrai mari. Voilà une vraie femme. C'est celle qui souffre le plus dans sa relation. Celle qui est capable d'accepter le maximum de charges de douleur sur elle. Et émotionnellement. Donc cette culture du grand amour qui est associée à la souffrance, à la mort, a créé des esprits tordus. Nous sommes en général donc conditionnés à l'autoflagellation dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Je dis que si vous prêtez attention dans tout ce que nous faisons, c'est un comportement enfantin. Et c'est normal parce que même les religions auxquelles nous sommes adeptes ont été créées par des esprits enfantins. Je veux dire que ça fait plus des milliers d'années. L'être humain était vraiment encore aussi primitif qu'aujourd'hui. L'esprit de l'être humain était simple. Quand les religions ont été créées, c'était des personnes simples. Regardez un peu sur la religion chrétienne, qui est l'une des religions que je connais le plus. Vous allez remarquer, lisez la Bible. Les gens au temps de Jésus, c'était des gens simples. Tu viens, tu leur dis, suivez-moi. Ils te suivaient. Aujourd'hui, tu ne peux même pas dire à quelqu'un, follow-moi. Aujourd'hui, tout le monde est... Mais tu ne peux même pas dire à quelqu'un, suivant. Tu vas te demander, tu es qui? Pas toi où? Il faut que tu sois peut-être un multimilliardaire, un grand joueur de football, ou je ne sais pas, un grand homme, je ne sais pas dans quoi, que là les gens vont t'écouter. Mais avant, on suivait même
Un certain fils de charpentier. Il venait juste, il vous dit que arrêtez, 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 suivez-moi. Les gens étaient très simples. Donc ils avaient une mentalité très simpliste. Les gens n'étaient pas compliqués comme aujourd'hui. L'esprit humain n'était pas si compliqué. Quand on était petit, vous allez remarquer ça, les enfants sont adeptes. C'est comme ça que les enfants se comportent. Ils s'auto-flagellent. En tout, vous avez remarqué. Parce qu'ils sont impuissants. L'enfant, s'il a un morceau de pain, de beignet, et que tu prends ce beignet par force, tu arraches, et tu le mords, tu le redonnes à l'enfant, vous allez constater que l'enfant va pleurer et il va croiser les bras. Il va dire, je ne prends plus ça. Mange tout ça une fois. Combien de vous ont déjà fait ça? Combien de personnes chez vous, combien d'entre nous ont eu à faire ça? Ça veut dire que on refuse parce que quelqu'un a pris quelque chose de nous et elle veut nous remettre, on refuse. On préfère s'abstenir d'avoir ça parce que la personne a pris par force. L'autoflagellation, donc, c'est un conditionnement. Lorsque tu es en face des gens dont tu penses plus puissants que toi, lorsque tu es en face d'une autorité, tu as tendance à t'auto-flageller lorsque tu es en colère avec cette autorité. Lorsque ça ne va pas et tu veux te plaindre, tu préfères t'auto-flageller. Parce que tu te sens impuissant. Parce que tu sais que tu te dis, je ne peux rien faire contre cette autorité, contre ces gens. Tu commences à t'auto-flageller, tu commences à dire des choses contre, tu commences à accepter même parfois. Toi, t'éliminer. Ce sont des attitudes poussées qui poussent souvent les gens, vous allez voir ici en Europe aussi, puis ce sont des cultures, des civilisations chrétiennes. Ça a affecté même les enfants, les blancs. Les voient les blancs, ils sont là à un moment, quand ça ne va pas, dans la relation, je ne sais pas où, ils prennent un couteau, ils vont s'asseoir dans un coin dans l'herbe noire et ils se taillent les veines. Ils préfèrent se tuer parce que l'autre l'a quitté. Et pour prouver à l'autre que je t'aimais trop, regarde, je pouvais mourir pour toi, là je peux mourir pour toi. Alors il se blesse, il se taille les veines, ou elle se taille les veines. Il se suicide. Le suicide, en fait, c'est le plus haut degré de l'autoflagellation. Je veux qu'on comprenne ces choses parce que ça va nous sortir des maladies. Nous souffrons énormément de beaucoup de choses. Vous allez remarquer dans la scène politique, des hommes politiques qui vont sur les chaînes de plateau exiger qu'un autre homme politique meure même pour les Camerounais. Vous allez voir les Camerounais, regardez, quel est l'homme politique parmi tous les hommes politiques qui est capable de mourir pour nous? C'est ça que tout le monde attend. Tout le monde attend qui va aller en prison. Monsieur Biya va envoyer qui en prison bientôt pour nous? Qui va être tué pour nous? Vous allez entendre des discours comme Oumyobe est mort pour vous. Ernest Wanjo est mort pour vous. Ce sont des discours issus du conditionnement du grand amour qui est associé à la souffrance absolue du corps. Voilà pourquoi tous ceux qui sont morts deviennent des héros. Si tu es mort pour une cause, tu deviens un héros. Quelle qu'en soit la cause. Si tu es mort pour une cause, on met ton nom dans le livre de l'héroïsme. Pourquoi on met ton nom dans le livre de l'héroïsme? Parce que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas faire ça. Des esprits normaux
qui fonctionnent normalement ne peuvent pas facilement se tuer. Ne peuvent pas facilement se torturer ou bien se laisser torturer. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Vous allez voir donc, tout le monde attend l'homme politique qui va mourir pour nous. C'est pour cela que, lorsque Maurice Kamto, par exemple, va faire des conférences de presse, les journalistes demandent, qu'est-ce que tu vas faire? Vous parlez seulement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on veut voir, on veut écouter. Est-ce qu'il va prendre des décisions qui vont pousser à ce qu'il ait sûrement une décharge criminelle, une pression mortelle et morbide sur lui, de telle sorte qu'il meurt. Et c'est lorsqu'il va mourir qu'on va dire, wow, c'était un héros. Mais nous aurons déjà perdu la possibilité parce qu'il sera déjà mort. Peut-être il sera héros, mais est-ce que nous profitons des héros? Est-ce que le peuple camerounais peut souffrir le luxe de perdre des hommes politiques? Est-ce que nous pouvons nous offrir le luxe de remplir les livres avec les héros dans notre situation politique actuelle? Est-ce que nous ne souffrons pas assez pour que chacun s'engage et que collectivement, on se sauve? Parce qu'on peut aussi devenir héros vivant. On peut vivre un héros et vivant. On nous a toujours dit, mieux vaut être un lâche vivant qu'un héros mort. Parce qu'on nous a mis dans nos esprits que le héros, c'est celui qui meurt. Toujours. Non, mais nous pouvons changer la donne. On peut être héros et vivant. Lorsque les jeunes Camerounais parlent dans TikTok, lorsqu'ils font des trucs, ils disent déjà, je sais qu'on va me tuer. Je sais que je vais peut-être mourir. Je sais que ce que je suis en train de dire ici, peut-être en sortant, ils vont m'arrêter, ils vont me tuer. Ça veut dire que même les jeunes ont déjà fini par accepter que ils ne vont pas vivre longtemps parce qu'ils dénoncent, parce qu'ils s'engagent. Et ce récital morbide est dans la cause du statu quo politique. Je vais vous faire suivre donc une vidéo que j'ai suivie dans la semaine. Vous avez tous suivi ça. Et je pense qu'il y a matière à penser dans cette vidéo. Excusez-moi. Je vais chercher... voilà. C'est un jeune homme, c'est un jeune Camerounais. Vous avez suivi sûrement, mais je vais encore la faire suivre. C'est un jeune Camerounais qui... C'est un jeune Camerounais qui a fait une sortie. Il disait qu'il est entrepreneur. Et je ne sais pas ce qu'il vend. Et il se plaignait. Il se plaignait de ce que les impôts viennent faire, ou les gens des impôts. Je crois que c'était ça. Il se plaignait de ce que les gens des impôts viennent faire chez lui. Du fait qu'il n'arrive plus à rien faire. On lui prend tout l'argent. On lui demande de payer certaines choses. De payer, et de payer, et de payer. Et il est fatigué. Arrêtez de croire à Jésus. Bon. Cher Camerounais, je passe mon message au président Paul Biya. Directement, je ne passe pas par ses ministres. Je suis fatigué, nous sommes fatigués de vivre la même chose. Vous allez constater, moi je suis un jeune Camerounais, je me débrouille. Je suis là dans une boutique, comme vous pouvez constater là. Je me débrouille pour ne pas voler. Mais j'en ai marre, je suis fatigué. Premièrement, écoutez comment il commence son discours. Moi, je vais analyser du coup de fond. Parce que j'ai vu des gens qui ont trouvé, oh, la jeunesse est fâchée, vraiment. La jeunesse est fâchée. Bon, écoutez comment il commence son discours. Il dit qu'il va parler à Paul Biya. Premièrement, il précise. Il ne va pas passer par ses ministres. C'est comme s'il pense, lui, que... voilà où les Camerounais sont. Dans cette posture, la jeunesse camerounaise est.
Elle trouve que parler à Paul Biya, c'est un énorme courage qu'il faut avoir. Un énorme courage. Donc, il devient quelqu'un de très crédible dans ce qu'il dit parce que il a parlé directement à Paul Biya. Il n'est pas passé par les ministres. Mais, naturellement, si tu parles dans les réseaux sociaux, c'est directement à quelqu'un qui t'écoute que tu parles. Et que si Paul Biya ouvre le TikTok, sur son lit, dans son cercueil, il ouvre TikTok, il va te voir en train de parler. Si le ministre en même temps ouvre TikTok, il va te voir en train de parler. La précision là, pourquoi je passe parler à Paul Biya sans passer par les ministres. C'est cet état de faux courage. Un courage dont la grande majeure partie des Camerounais sont adeptes de ce genre de choses. Ils ont une autorité devant, ils font d'abord le faux courage. Ils vont parler directement. Il dit, regardez dans ses yeux, il dit qu'il est un débrouillard. Il se débrouille. Je suis Camerounais, je me débrouille. Je suis un jeune Camerounais, je me débrouille. Ils ont déjà intériorisé que la débrouillardise est quelque chose dont on doit s'en vanter. Plus on souffre, plus on a l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire que plus tu es misérable, plus tu pointes ça. Je suis un jeune Camerounais, je me débrouille, regardez. Il l'a déjà intériorisé que c'est normal ce qu'il fait, ce qu'il vit là. Mais il va vous dire qu'il veut changer ça. Il va vous dire qu'il veut, qu'il n'est pas content. Mais il est en train de répéter des formules magiques qui le gardent dans un état psychologique d'acceptation de l'état de misère dans lequel il est. Donc, il commence d'abord à dire qu'il est Camerounais, il se débrouille, il monte. Les gens vont dire, oui, c'est vrai, c'est un débrouillard, c'est un battant. Les gens vont dire, enfin, voilà un jeune qui se bat. Le discours depuis plusieurs années au Cameroun, c'est de créer des débrouillards. Et tout le monde est là-dedans. Personne ne se demande, mais est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire dans ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je devais vivre? Non, on est d'abord content. Les yeux brillent lorsqu'il dit qu'il se débrouille. Il faut noter très bien. Moi, je prête toujours attention à autre chose que les gens ne prêtent pas. Parce que c'est là-bas que sont cachées nos maladies. C'est là-bas que cachée notre misère. C'est là-bas que nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés psychologiquement. Et nous parlons nos chaînes. Nous communiquons nos chaînes sans le savoir. Dans notre discours, il y a l'esclavage. Il y a la servitude dans notre discours. La façon dont nous nous percevons, la façon dont nous partageons, nous parlons de qui nous sommes, dit qui nous sommes. Et dans quel état nous nous trouvons. Donc, écoutez. 16 groupes d'impôts. Veuillez au moins regarder sur nous, le bas peuple, nous en vision, si on mange même. Pendant que vous roulez dans vos Prado, dans vos grosses voitures. Regardez si nous on mange même. Ok. Regardez. Ils demandent, ils disent qu'il a 16 groupes d'impôts qui passent. C'est pas nouveau. Ce jeune homme le sait, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais il dit quelque chose, ce qui l'intéresse. Il veut aussi rouler dans les Prados. Le jeune homme l'a dit qu'il veut aussi rouler dans les Prados. Parce que ce qu'il a vu, ces gens à voir, l'intéresse beaucoup. Ce sont les Prados qui l'intéressent, le jeune homme-ci. La preuve, c'est ce qu'il a remarqué. Il n'a pas remarqué qu'il n'est pas libre. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de justice. Il n'est pas en train de dire que ces gens ont, je sais pas, ont torturé les Camerounais. Non, il est là en train de dire, vous roulez dans les Prados, vous ne vous souciez pas de nous qui souffrons. Donc lui, il souffre comme ça pour avoir des Prados. Voilà ce qu'il y a dans la tête des Camerounais. Monsieur Biya et son régime ont rendu les Camerounais simplement des prisonniers d'un rêve matérialiste qui ne se réalisera jamais. Et tout le monde est en train de s'auto-flageller, accepter des conditions les plus pires, juste parce qu'il espère qu'un jour, il roulera aussi en Prado. C'est ce qu'il dit. Peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est ce qu'il a, la première des choses. On doit venir regarder si eux, ils mangent au moins par jour. Quand vous roulez en Prado,
vous ne vous souciez pas si nous on mange au moins pas. Ça veut dire que lui, il a déjà accepté que les autres gens peuvent rouler en Prado, mais nous, on est juste là pour manger au moins 2 fois par jour. Permettez-nous de manger au moins 1 fois par jour, 2 fois par jour. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Il dit, permettez-nous de manger au moins 2 fois par jour. Vous roulez en Prado, on accepte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se cherche, on se bat, on veut aussi un jour avoir des Prado. Mais, puisque vous êtes trop puissants, puisque vous avez tout, ne nous dérangez plus. Laissez-nous au moins manger 2 fois par jour, 3 fois par jour. Est-ce que vous remarquez, voilà comment les Camerounais se plaignent de leur situation. Ils ont déjà d'abord accepté que c'est leur nature d'être misérables, que c'est leur nature d'être des débrouillards, que c'est leur nature d'être des personnes insignifiantes dans leur société. Alors ils répètent cette formule dans leur plainte. Ils font l'autoflagellation. On n'est pas en train de les insulter. Personne n'est en train de dire au jeune homme-ci qu'il est un débrouillard. Personne n'est en train de dire au jeune homme-ci que tu n'as pas mangé 2-3 fois par jour. Il est en train de dire que lui, il veut manger 2-3 fois par jour. Voilà ce que lui, il demande. Voilà ce qu'il espère de ce régime. C'est manger 2 ou 3 fois par jour. Ok? Un papier comme je viens de chauffer tout à l'heure, je ne paye pas ça. Ça là, je ne déchire pas, mais je force. Je ne paye pas. Je ne paye voilà. pas. Je ne peux pas déchirer parce que c'est quand même la loi. Voilà. Vous voyez qu'il a un papier en main, mais il ne peut pas déchirer ça. Il froisse. Il est déjà en train de dire qu'il est préparé à payer ça, parce qu'il devra payer ça. Selon lui, il devra payer, parce que ça, c'est le papier de ceci. Mais un papier, si c'est que tu veux le déchirer, je ne sais pas ce que ça changerait. Non, mais il y a toujours une retenue. Il ne peut pas déchirer ça. Parce que ça, c'est quand même l'État. Ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Quel est le papier qui prouve que c'est l'État? Qu'est-ce qui lui dit que le papier là, c'est le papier de l'État? Tu te plains des gens qui viennent te prendre l'argent, des gens de l'État qui viennent te prendre l'argent, et tu dis que le papier là est plus valeureux que les gens qui sont venus te prendre l'argent. Tu dis que le papier là est plus valeureux que les impôts que tu dois payer à l'État. Non, tu ne vas pas payer les impôts, mais tu gardes le papier. Ça dit exactement l'état de la servitude dans laquelle nous sommes en général. On donne de l'importance aux choses qui n'ont pas d'importance. Les choses même qui ont de l'importance, non. On donne pas. On va faire le show, on fait le show, on fait le show. Il y avait un jeune homme là, Ngombe, qui faisait le show, il faisait le show. Aujourd'hui, il fait le show. On ne voit plus son show. Très fort pour dire ceci. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Bon. Je ne déchire pas, mais je ne paye pas ça. Nous sommes fatigués de vivre la même chose. Comme vous voulez, vous m'activez la haine. Oui. Le mal que vous avez cultivé en nous, mais on vit avec ça. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on ferme là, on ferme ça. Moi, on ferme ça. Moi, jeune Camerounais, je deviens bandit, je deviens anaqueur, je deviens fumeur de banga. C'est moi qui va agresser par... Ok. Vous voyez, ça veut dire que lui, dans sa situation, la solution qu'il a trouvée, comme un enfant, je vous ai dit ici, cet enfant se flagelle ou bien refuse de prendre le beignet parce qu'on lui a arraché un demi-beignet. Qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de se défendre. Il dit que lui va devenir bandit. Il ne dit pas, je vais m'engager à ce que, et je vais appeler tous les Camerounais à ce que vous ne soyez plus au pouvoir. Parce que tant qu'ils sont au pouvoir, il aura les problèmes là. Non, lui va préférer devenir bandit. Pourquoi il préfère devenir bandit? C'est l'autoflagellation. Il préfère devenir mauvais. Il préfère faire le mal et esquiver de faire le bien, qui est de s'engager et changer la situation. Il va préférer fumer ce qu'il appelle le banga. Il va préférer prendre les couteaux et les machettes. Il va préférer aller en prison, parce que ce sont les mêmes gens là qui vont le jeter en prison s'il agresse quelqu'un et on l'arrête. Est-ce que vous comprenez ici l'autoflagellation? Ça a toujours été ça. Il dit que c'est une mentalité chez nous. Si M. Biya fait 40 ans, c'est parce que nos parents, nos prédécesseurs, la génération actuelle a été conditionnée à accepter la pire des situations possibles dans leur vie.
On leur a dit que c'est le grand amour. Si tu veux prouver que tu aimes le Cameroun, tu dois pouvoir souffrir au maximum. Parce qu'on a associé la souffrance, le maximum de souffrance au grand amour. Nos esprits sont comme ça. Jésus meurt pour nous. C'est le signe de grand amour. Il se fait taper, torturer, percer la côte, tout ça. Le signe du grand amour. Le peuple camerounais n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de perspective, pas de vision. Il n'y a pas de goût. Plus il n'y a pas de goût, plus les gens aiment le Cameroun. Alors, comme tu aimes le Cameroun, tu ne dois pas déranger, tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas t'engager politiquement, tu ne dois pas changer le système, tu ne dois pas remettre en question le système et les pensées d'un système, le système de pensée du système. Tu ne dois pas. Tout ce que tu dois faire, c'est te débrouiller. Et tu auras toute une société, les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde va dire, tu es un gars. Dans cette misère, ce gars-là se bat. C'est ce que j'aime chez lui. C'est un battant. On va commencer à apprécier les battants. Salut, bonjour au Motunde. On va apprécier les battants. Plus tu souffres, plus on t'apprécie. Voilà pourquoi les Camerounais sont engagés depuis 82 et avant même à faire en sorte que ça continue pour M. Biya. Il y a Sidouane Samo qui a fait un commentaire que je trouve très important. Il dit, ne confond pas l'amour à la peur. Kwali Mbeka. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Ok. Ce n'est pas moi qui confonds l'amour à la peur. Je suis capable de faire la différence entre l'amour et la peur. C'est que la grande majorité, la situation du Cameroun, du peuple camerounais, prouve que les Camerounais confondent l'amour à la peur. Plus ils aiment quelque chose, plus ils ont peur de la gâter, de la changer. Ah ben oui. L'idée de l'amour qu'on a mis dans notre tête est associée à la peur, puisque les gens ont peur de mourir. Si tu dis, c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui devient héros. Tu deviens héros parce que la grande majeure partie des personnes ont peur de mourir, ont peur de mourir. C'est toi qui dois mourir pour elle, cette grande majorité de personnes. Pourquoi? Parce que dans leur tête, l'amour est associé à la mort. Et comme la mort fait peur, personne, très peu de personnes ont le courage d'aller jusque là-bas. Donc, je ne confonds pas l'amour à la peur. Il y a deux façons d'éduquer ou bien de tenir, d'éduquer un enfant. Soit par l'amour, soit par la peur. Ce sont les deux forces, les deux émotions primaires de l'être humain. Le régime de M. Biya, le conditionnement mental du peuple camerounais, il est conditionné sur la peur. La peur de l'autorité, la peur de Dieu, la peur de ce que Dieu a choisi, la peur que Dieu frappe, la peur d'être torturé par l'autorité. Puisqu'on a dit à l'enfant camerounais que tu dois avoir peur de Dieu. Et on lui dit en même temps, tu dois aimer Dieu. Donc on a associé dans son esprit la peur et l'amour. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui fais ça. Ce n'est pas moi qui fais cet amalgame. Le conditionnement mental est préparé à l'autorité, au statu quo, à la servitude. Le moment où on associe la peur à l'amour dans l'esprit des gens, la peur de l'autorité à l'autorité divine, tu dois avoir peur de Dieu.
tu dois aimer Dieu. On associe ces deux choses dans ta tête. C'est terminé pour toi. Jusqu'à ce que tu prennes conscience, tu auras peur d'aimer et tu vas aimer et tu vas avoir peur croyant que tu aimes. Tu vas confondre ces choses. Les gens ont peur de Dieu, mais ils se disent qu'ils aiment Dieu. C'est pour ça qu'ils ont peur de Dieu. La même chose, ils ont peur de Paul Biya. Et c'est parce qu'ils ont peur de Paul Biya qu'ils finissent par aimer Biya. Parce que Biya, c'est l'autorité. On a associé dans leur tête aimer le système. Quand je dis Biya ici, ce n'est pas la personne de Biya. Je parle ici du système. Leur façon de vivre. Leur façon de faire. Vous voyez, quand ils parlent de leur souffrance, regardez leurs yeux. Leurs yeux brillent. Ils deviennent des stars s'ils se mettent à parler de leur souffrance. Ils parlent de leur souffrance comme une normalité. Et si dans cette souffrance, tu souffres le plus, tu auras l'approbation de ton entourage. Le Cameroun est plein de battants, de débrouillards, de je ne sais quoi. Et c'est pour ça que ça continue. Parce que nous avons fini par accepter que nous sommes des débrouillards, que c'est notre nature, que nous sommes là pour ouvrir les petites boutiques, pour manger juste 2 fois par jour. On n'a pas parlé de liberté d'expression, du respect de la dignité humaine. Ça ne nous intéresse pas. Chez nous, c'est ouvrir les boutiques, avoir un petit de quoi manger 2 fois par jour. Monsieur Biya fait du manger quelque chose que c'est lui qui vous permet ça. Dans l'Afrique, en Afrique centrale, dans l'Équateur, un président n'a aucun effet sur votre manger réellement. Voilà pourquoi au Cameroun, les gens peuvent manger. Ils ne mangent pas parce que M. Biya les fait manger. Rien que dans l'Équateur, je dis un endroit là, c'est le paradis sur terre. Tu lances une banane là, ça pousse. Tu lances un ananas là-bas, ça pousse. L'avocat, ce n'est pas, c'est naturel, c'est instinctif. Ça n'a rien à voir avec l'effort du gouvernement. Les jeunes se retrouvent en train de... On a fini par faire croire aux jeunes que pour manger 2 fois par jour, ils doivent se débrouiller, doivent se plier dans tout style de torture. Si les gens veulent manger, vous rentrez sur mon village, vous asseyez 2 minutes, vous mangez. Non, mais ce n'est pas manger qu'on veut. Jeunes Camerounais, peuple camerounais, il ne s'agit pas de manger ici. Ce qu'on veut et ce que vous devez demander, exiger, ce que vous devez imposer, parce que c'est votre droit, c'est le respect de la dignité humaine. C'est la justice sociale. On respecte la dignité humaine lorsqu'on permet à l'humain de faire des choix en société ou bien dans la nation, en république. La seule preuve de ton respect, le respect de ta dignité, c'est le respect du fait que tu aies des idéologies politiques différentes et que tu sois capable de les articuler, de choisir tes dirigeants ou bien les idéologies que tu aimerais voir au pouvoir. S'il n'y a pas ça, même si tu manges 7 fois par jour, tu es un prisonnier. Même si tu roules dans la Prado, tu es un prisonnier en Prado. Tu es un animal. Je continue. Pour là maintenant, dès qu'on ferme là, c'est que l'histoire, je suis fatigué. Rien qu'aujourd'hui, 3 équipes. Je vais publier la vidéo qu'on était ici en train de chauffer avec eux là tout à l'heure. 3 équipes d'impôts, je suis fatigué. Un peu, on me dit que non, même comme tu as le BAF, tu vas payer, bon machin, tu vas payer 40 000 parce que tu joues la musique, tu dois payer les droits d'auteur. Mais elle a dit que, mais... C'est sûrement... De toute façon, la correction, c'était tout ce que je voulais présenter. Cette communication, c'est que il choisit de s'auto-flageller. Il dit qu'il va devenir un grand bandit. Imaginons que des millions de jeunes le suivent. Et que les millions de jeunes, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de ça?
C'est ça, ils vont apprendre de ça que oh, c'est ce qu'il faut faire. Les millions de jeunes que vous voyez dans les sous-quartiers, on vous dit que ce sont les coupeurs, comment vous appelez ça, vous les appelez, je sais pas quoi, Douala là-bas partout. Les gens que vous voyez en train de boire les cailloux, fumer les cailloux des trucs, ce sont des millions de jeunes qui sont comme lui, qui s'auto-flagellent au lieu de prendre leurs responsabilités, de s'engager politiquement derrière des idéologies de changement réel où il y a des propositions réelles. Non, les jeunes préfèrent tomber dans l'alcool excessif, abusif, dans la consommation des drogues abusives, dans le banditisme abusif, parce qu'ils n'ont pas le courage de se lever contre un système inutile qui les gouverne. Les parents conseillent aux jeunes de ne pas s'engager, de quitter la politique. La politique tue. Dans la famille, ça tue. Il y a les guerres, les mésententes dans les familles à cause de la politique. Alors, non, je ne veux pas que mes enfants fassent la politique. Je ne veux pas que on voit mes enfants sur Facebook en train de parler de la politique. Je ne veux pas. Des actions ou des signes d'autoflagellation. Mieux tu restes tranquille, tu acceptes ta souffrance, tu te tortures au maximum, si tu ne veux pas les problèmes. C'est comme ça. C'est ça l'autoflagellation. C'est une culture, c'est un conditionnement mental. Et c'est ce refus, ce retrait, cette autodestruction permanente, l'acceptation de cette idéologie qui garde les systèmes au pouvoir. Nous sommes 30 millions. Le gouvernement de M. Biya est juste, disons, c'est 1 million maximum. Les amis réels qui tiennent le pouvoir là au Cameroun, c'est quelques milliers. Une mobilisation massive, populaire, d'un peuple, des citoyens qui disent, à partir de maintenant, nous n'allons plus nous flageller pour que vous existez. Nous ne serons plus les héros. Nous n'allons plus jouer les héros. Les gens qui se battent, les débrouillards, qui souffrent. Que chaque citoyen le dise, à partir de maintenant, je ne vais plus mourir pour ma femme. Je ne vais plus mourir pour mon mari. Je ne vais plus mourir pour mes enfants. Oui. Il faut que chacun commence à dire, je ne vais plus mourir pour quelqu'un. Nous allons prendre la décision de nous libérer. C'est le salut. Parce que tant que nous disons que nous voulons mourir pour quelqu'un, cette personne restera et nous, on va mourir. Et nous n'aurons pas changé la situation. Nous serons morts. Et détrompez-vous. Vous vous dites que si vous mourrez pour quelqu'un, si vous souffrez pour quelqu'un, si vous vous auto-flagellez pour quelqu'un, peut-être Dieu reconnaîtra ça. Je ne sais pas, on vous a dit qu'un Dieu reconnaîtra cet acte-là. C'est peut-être pour ça que vous voulez faire ça. Mais vous serez déjà mort. Et ceux qui vous ont introduit, ceux qui vous ont aidé à mourir pour eux là, eux ils seront vivants. Donc ce n'est pas une solution au problème. Les suicides collectifs des peuples, l'autoflagellation permanente des citoyens, l'acceptation de la souffrance atroce au nom de l'amour pour le Cameroun, ce n'est pas la solution au problème que vous traversez. La solution, c'est que nous nous mobilisons ensemble. Qu'à partir de maintenant, nous n'accepterons plus l'autoflagellation. Nous prenons notre destin en main. Soit c'est vous, soit c'est nous. On va se battre collectivement en tant que peuple. Et lorsque je dis battre, ce n'est pas qu'on va casser les tuyaux, on va tuer les gens. Nous allons vous sortir de là. Nous sommes en République. Nous allons exiger votre départ.
Si on organise les élections, nous allons voter contre vous. Nous allons nous inscrire massivement et voter contre. Un vote censure contre vous. Si vous volez nos votes, nous allons nous mobiliser par millions. Car ensemble, nous sommes forts. Oui. C'est ça la solution. Il n'y a pas 4 solutions. Le reste jusqu'à présent, ça a toujours été l'autoflagellation. On vous découpe en petits morceaux. Tuez-vous, tuez-vous, tuez-vous pour le Cameroun. Torturez-vous. Tu travailles, on ne paye pas ton salaire. Oh, j'ai servi le pays. On ne m'a pas payé pour ceci, pour cela, alors que j'ai servi le pays. Tu fais ceci, rien, aucun. Il n'y a pas de revenus. Tu dois mourir pour ton pays. C'est pour cela qu'ils ont écrit, là au milieu du centre-ville, « J'aime mon pays ». Des gens qui voient ça tous les jours, ça les conditionne mentalement. Quand le gars se lève, il est dans le taxi, il passe là, il voit « J'aime mon pays ». Il va accepter tout style de taxes, d'impôts, de torture, de misère. Et il va dormir fièrement. J'ai vraiment souffert aujourd'hui. Quand il rentre le soir comme ça, là, sa femme le masse et dit, mon mari, c'est un grand homme. Il aime son pays. Il se bat pour son pays. Il va voir sa mère, sa femme rentrer comme ça, là, elle aura vendu quelques bouteilles d'eau de suce, quelques sucettes. Ah, cette femme, elle aime son pays. Ce sont des formules magiques pour vous endormir, pour faire de vous des gens qui s'auto-flagellent, qui meurent pour eux. Vous mourrez pour Ngongo, vous mourrez pour machin. Tu vas aller prendre la machette, tu vas aller agresser. C'est encore eux qui vont t'arrêter parce qu'eux, ils ne peuvent pas supporter que tu te mets à agresser. Sinon, ça ne fait pas une bonne image pour eux. Ils ne peuvent pas te laisser agresser aisément. Donc, ils sont obligés d'utiliser la police pour t'arrêter et te mettre en prison. Parce que toi qui agresses, tu es dangereux pour les tiens, pour toi-même, mais dangereux aussi pour eux. Parce qu'eux, ils ne veulent pas mourir sous les coups des machettes. C'est pour ça qu'ils sont accrochés au pouvoir. Donc, quand tu vas devenir bandit, quand tu vas détruire ta propre vie, eux, ils ont la police pour t'arrêter, te jeter en prison. Mais toi, tu décides de te flageller, de devenir un grand bandit, un grand fumeur. Tu crois que tu as créé la solution. Tu crois que tu leur fais les menaces, les chantages de banditisme. Tu fais à des grands bandits le chantage. Oh, si vous ne faites pas ceci, je vais devenir un grand bandit. Tu fais à des grands bandits le chantage. Mais le système de M. Biya, le régime de M. Biya, c'est un régime de grands agresseurs. C'est con. Tu n'as même pas encore commencé le banditisme. Tu n'as même pas encore commencé l'agression. Bonjour Evan Rogue. Yeah? C'est comme ça c'est de ça qu'il est question. Sortons du discours de l'autoflagellation. Sortons du discours de l'amour de mon pays. Sortons du conditionnement qui fait croire que l'expression du plus grand amour, c'est ta torture, c'est ta mort physique. C'est ta souffrance pendant que tu vis. Peut-être les prophètes et les sauveurs du monde l'ont fait. Mais toi, tu ne dois pas le faire. Toi, tu n'es pas le fils de Dieu. Il y a un monsieur là, il y a Jésus là, il est le fils de Dieu. Tu ne sais pas s'il dit la vérité, s'il ment. Mais toi, tu n'es pas le fils de Dieu. Donc, je ne sais pas où tu tires le courage de mourir pour les gens. Ça ne sauvera personne. Ta mort ne sauve personne. Ta mort ne résout aucun problème. Ce qui résout le problème, c'est ton engagement à changer les choses. Et tu ne peux qu'être engagé lorsque tu es vivant. Ok? Evans Rogue dit, si tu parlais de Shakiro ou de
C'est comme ça. Je sais, c'est comme ça, mon frère ou ma soeur, c'est comme ça. Parce que lorsqu'on va suivre Shakiro, lorsqu'on va suivre Engamanankwi, on s'auto-flagelle. On va suivre les gens qui se sont auto-flagellés. Tellement on s'auto-flagelle, on espère qu'un jour on sera en les suivant, on sera aussi comme eux. On aura la popularité comme eux, on aura fait les choses comme eux, ils auront l'argent comme eux. C'est tout ce que le système nous donne. Oui, tu peux devenir grand footballeur. Oui, tu peux devenir une star homosexuelle. Mais ça ne veut pas dire que tu es libre. Ça ne veut pas dire que ta dignité est respectée. La preuve, ces homosexuels sont tout le temps... Regardez leur comportement. Regardez leur comportement. Regardez... L'homosexualité on a réduit l'homosexualité à l'expression du sexe. Ça veut dire que le sexe est plus important pour les homosexuels que leur vie eux-mêmes. Et nous allons les suivre par milliers. Pourquoi? Parce que c'est plus important pour nous que notre vie, que notre dignité. C'est plus important. C'est ce que ça signifie. La majeure partie des Camerounais, le sexe est plus important pour eux. Mais ce que nous oublions, si le sexe devient plus important pour toi, ça veut dire que tu es en train d'auto-flageller. En fait, tu es en train de vouloir détruire ton corps. Parce que le sexe, lorsqu'il est utilisé, l'énergie sexuelle, si c'est utilisé de manière désordonnée, ce que tu commets, c'est un suicide. Un suicide lent. Il n'y a rien, tu ne trouveras rien de spécial là-bas dedans. Tu ne trouveras rien de spécial dans un anus. Tu ne trouveras rien de spécial dans un vagin. Tu ne trouveras rien de spécial sur un pénis. Rien, il n'y a rien de spécial là-bas à part le plaisir. Mais même les prisonniers font l'amour. Même les prisonniers font l'amour. Ils ont l'acte sexuel qui, quand même, les animaux font ça. Donc je ne vois pas pourquoi un homme serait fasciné à aller écouter, à aller regarder des gens qui leur montrent des paires de fesses, ou bien leur montrent des parties génitales qu'ils ont transformées, ou leur montrent comment ils font l'amour en longueur de journée. C'est simplement parce que vous n'avez pas le courage, ils n'ont pas le courage de faire face à l'adversité que la vie nous pointe. Cette adversité que nous vivons dans une misère atroce, dans un pays où la dignité, le respect de la vie humaine n'a plus de place. Ça ne fait plus sens pour nous. La précarité est absolue. Les gens vous demandent 2 euros, 10 euros. Non, si tu peux même m'envoyer même 5 euros, ça suffit. Les gens vous demandent 5 euros, vous savez que ça ne suffit pas, mais ils vous disent que non, même 10 euros suffit. Vous voyez jusqu'où? Les gens ne demandent même plus grand. Les gens ont juste besoin de manger 2 fois par jour. Parce que même leur manger, ils ont remis ça entre les mains. Ils croient que c'est monsieur qui les fait manger, que c'est le système aidé pour ce qui les fait manger. Vous avez suivi là chez les chaînes de plateau des gens qui disaient que 35 500 ou 35 000 francs, le SMIC camerounais, c'est super. Vous, comment on peut dire que 35 000 francs, et comment on peut dire que 35 000 francs, c'est beaucoup? Pourquoi vous ne vous êtes pas révolté? Parce que vous savez que vous ne mangez pas à partir des 35 000 francs. Et eux, ils vous donnent 35 000 francs parce qu'ils savent que votre manger ne dépend pas d'eux. Monsieur Biya, ceux qui gouvernent, le système néocolonial sait que vous êtes au paradis. Vous vous contenterez de quelques manioc, de quelques feuilles de macabo, de quelques feuilles de manioc, de quelques feuilles de ndolé. Vous aimez tellement le héros. Ça pousse. Partout là, ça pousse derrière les cuisines. Donc le Camerounais a toujours quelque chose il n'a pas besoin d'argent. Peut-être pour acheter l'huile, parce que le Camerounais ne fabrique pas. Même l'huile rouge, même vous fabriquez ça derrière les cuisines. Donc c'est là.
Pourquoi ils doivent s'occuper de vous? Mais vous croyez que c'est le régime qui vous donne. Non, ce que nous voulons, ce n'est pas manger 3 fois par jour. Parce que nous mangeons. Naturellement, la vie, l'existence nous a jetés dans un paradis. Ce que nous voulons dans ce paradis, c'est être capable d'être libre dans ce paradis. Parce que même les anges, dans un paradis où ils ne sont pas libres, c'est l'enfer. L'enfer, c'est un espace, c'est un paradis où ceux qui y sont ne sont pas libres. Ça, c'est l'enfer. C'est une autre définition de l'enfer. Vous voyez, voir les gens, ils vont passer des journées, aller regarder qu'un homme a fait 500-400 vidéos pour voir. Vous voyez, des adultes, ils entendent qu'un homme a fait 400 vidéos pour coucher des femmes, ou des femmes et des hommes ont fait de l'amour, 400 vidéos. Des gens qui disent, passe-moi ça inbox, passe-moi ça inbox. Mais c'est tellement honteux. Je dis que c'est tellement humiliant de voir des gens qui veulent voir des gens faire l'amour. Je sais, lorsqu'on était jeune, quand tu as 16 ans, la puberté, et que la pornographie est déversée dans les livres et tout, peut-être ta curiosité t'attire. Mais tu vois des gens qui ont 45 ans, 50 ans, 35 ans, qui font déjà eux-mêmes l'amour. Mais qui ont une envie folle de voir des gens faire l'amour. Ça veut dire que même eux-mêmes, ils ne font plus l'amour. En fait, même l'amour qu'ils font, pour eux, ce n'est pas l'amour. C'est juste une façon de fuir la réalité. C'est l'amour que les autres font qui est sûrement le vrai amour. Les gens sont complexés. Quand on appauvrit un peu, c'est parce que les gens sont complexés qu'ils vont voir ces choses-là. Mais oui, c'est un complexe énorme d'infériorité. Ah, peut-être il a un meilleur sexe que moi. Peut-être il fait bien l'amour plus que moi. Je m'en vais voir ses tactiques. Je m'en vais voir ce que ces filles-là ont. Peut-être cette femme-là ont quelque chose de spécial. Comment un homme peut coucher tant de femmes? Peut-être cet homme est spécial. Tous les hommes veulent être comme cet homme. Tout le monde veut faire comme lui. On va voir comme si on partait l'insulter. Non, on veut aller voir. Pour aller voir, il me dépasse en quoi? Comme on aime ça, on va accepter les débrouillardises. Tu vas voir un gars qui va te dire, je suis au chantier. Je fais travail dur. Non, ça c'est un battant. Ça c'est un battant. Ça c'est un battant. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi avoir là, un peu d'argent pour aller seulement faire l'amour. On a dit au Camerounais que quand tu as un peu d'argent, toutes les femmes vont te poursuivre, non? Tu vas faire l'amour. L'argent n'est pas là pour te libérer. L'argent est là pour t'emprisonner. Les business que vous faites, ce ne sont pas vos petites boutiques que vous ouvrez là. Ce n'est pas pour vous libérer. C'est pour vous emprisonner encore. Consolider votre amour pour votre misère. Votre précarité dans laquelle vous a plongé le système de monsieur Biya. La seule solution, chers Camerounais, ce n'est pas 1000. Il n'y a pas 4, il n'y a pas machin. Arrêtez de faire des pleurs et de démontrer aux gens que vous êtes des battants. Parce que beaucoup font des vidéos juste pour dire qu'ils sont des gens. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils sont en train de dénoncer quelque chose. Mais en fait, c'est pour vous passer le message que moi, je suis un battant. Je suis ceci. Regardez, on m'a détourné. J'ai sorti 3 voitures du port. Hein? Maintenant, on me donne une facture de 8 millions. Le douanier tel. Vous croyez qu'il se plaint parce qu'il veut peut-être que ça change? Non, il se plaint sur les réseaux pour vous dire je suis un grand homme d'affaires. Parce que si ça te dérange, si ce qui se passe là te dérange, il y a une solution. Tu t'engages politiquement, tu te mobilises avec des millions d'autres Camerounais, tu motives les autres à changer le système qui gouverne actuellement. Tu prends le courage d'accepter d'autres idées, d'autres personnes qui proposent. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas 10 000 solutions. Tu es le maître en tant que citoyen, en tant que jeune, en tant que quoi? Tu es le maître de ton destin dans ce pays. Et lorsqu'on dit que tu es le maître de ton destin, le destin d'une nation n'est pas individuel, bien que c'est pris par des individus.
C'est la mobilisation. Parce que dans notre tête, on nous a introduit que ton destin, on dit que tu es le maître de ton destin. C'est ta vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Ma vie veut dire juste que bon, je fais juste les choses qui, moi, me profitent. C'est tout. C'est comme ça que nous, on comprend, c'est ma vie. Non, non, je vais nourrir mes enfants, j'ai ma petite maison, j'ai ma petite voiture. Non, j'ai mon petit business, c'est ma vie, que je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi maintenant. Non! Tu ne vis pas dans une île. Tu vis avec des millions d'autres Camerounais. Des millions d'autres individus, d'autres citoyens. Dans un pays, le changement est collectif. L'engagement doit être collectif. Ta vie dépend de la vie de l'autre. Ta bonne vie dépend de la bonne vie de l'autre. Tu ne peux pas bien vivre seul dans une nation. Sur une île, tu peux bien vivre seul. Hein? Oui, sur une île, seul, tu n'auras même pas de gens qui vont te demander les impôts, qui vont te torturer. Il n'y aura pas besoin de route goudronnée. Non, tu peux faire tout ce que tu veux sur une île seul. Mais dès que tu es dans 475 000 km² et plus, tu es là à l'intérieur avec des millions. Donc tu ne peux plus dire ma vie, tu ne peux plus considérer ma vie c'est ma vie, mes choses c'est mes choses, je fais mes choses. Tu ne peux plus considérer ça comme ça. Parce que ce que tu appelles tes choses sont affectées par des millions d'autres choses. Par les décisions des millions d'autres personnes qui pensent aussi qui font chacun sa chose. Donc, il serait sage que nous, la jeunesse, le peuple camerounais, qu'on prenne conscience de ça. Je dis bien, sortons de l'idée de l'autoflagellation collective, que nous allons mourir, souffrir pour le Cameroun. Sortons de ces idées. Le Cameroun est une idée. Le Cameroun n'est pas quelque chose de fixe, c'est une idéologie. On peut penser 1000 Cameroun. Lorsqu'on dit que j'aime le pays, j'aime mon Cameroun, j'aime mon pays, le pays, ce n'est pas un espace géographique, simplement. C'est un concept. Comment est-ce que tu conçois ton pays? Comment est-ce que collectivement on veut voir notre pays? C'est dans cette direction qu'on y va, on s'engage. Et comme ça, il n'y a pas 4000. Mes frères, il n'y a pas 4000. Il n'y a pas 10 000 façons. Il n'y a pas 10 000 solutions. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu changer les choses. Parce que inconsciemment, nous nous sommes dit que l'amour veut dire mourir, souffrir pour l'autre. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour ne veut pas dire se torturer. Mourir pour le Cameroun, ce n'est pas l'amour. C'est de la haine. La haine envers toi-même. Mourir pour ton pays, ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine envers toi-même. Écoutez, Ernest Ouandié, et toutes ces personnes qui sont mortes, ce n'était pas leur projet. Hein. Que personne ne vous trompe, qu'ils s'asseyent comme ça, ils disaient qu'ils veulent mourir pour le Cameroun. Non! Dans la recherche, dans leur engagement, la mort les a trouvés. C'est vous qui faites des héros. Eux, ils étaient en train de faire ce qu'il faut faire. Et très souvent, c'est parce qu'ils étaient une minorité. C'est l'affaire d'eux. C'est l'affaire de Camto. C'est l'affaire d'eux. C'est comme ça que l'adversaire, ceux qui ne veulent pas le changement, ceux qui veulent garder la main mise sur le Cameroun, c'est comme ça qu'ils tiennent donc. On le prend en côté, on le tue. Mais ne croyez pas que les Ernest Ouandié avaient signé un manifesto, ils disaient qu'ils allaient mourir pour le Cameroun. Non. C'est dans la recherche de la construction, la réalisation de l'idée Cameroun qu'ils avaient, que la mort les a trouvés. Par maladresse, par la méchanceté des autres. Ça, c'est autre chose. L'amour, c'est la capacité de t'engager, de changer les choses. L'amour, ce n'est pas ta capacité de mourir pour les choses. Non.
Ce n'est pas forcément ça de l'amour. Regardez, M. Biya est en train de mourir au pouvoir. M. Biya est en train de se torturer au pouvoir. Et que disent ces militants ou ces sympathisants? Que M. Biya aime trop le Cameroun. Remarquez. On vous pointe ça comme étant l'amour. Pourtant, c'est un monsieur qui est en train de souffrir énormément. Il a torturé son corps. Et on le déplace ici, le déplace là-bas. Parce que monsieur Biya est exactement de la même culture, du même conditionnement. Que le plus tu souffres, le plus tu es torturé, le plus tu aimes. C'est pour ça qu'il est engagé, il est accroché à ça. Son peuple est aussi comme ça. Le plus on nous torture, le plus on souffre, le plus on est misérable, il n'y a pas d'eau. Le plus nous aimons le Cameroun. J'aime mon Cameroun. Il faut voir lorsque le football arrive. Il faut voir lorsque les stars... Oh, c'est le Cameroun. Un Camerounais vient de découvrir qu'il est, je ne sais pas quoi. Un Camerounais vient de découvrir qu'il est Camerounais. Un Africain vient de découvrir qu'il a son ADN camerounais. Wow, il est Camerounais, c'est un grand Cameroun. J'aime le Cameroun. Dans ce j'aime le Cameroun, c'est une exaltation d'une misère sans pareil. Tu oublies que le Cameroun est une misère sans pareil. Une souffrance permanente. Un enfer sur terre sans pareil. Et je me dis que c'est même pourquoi la grande majeure partie de nos stars sont des stars sportives et ou dans des milieux de violence. Chaque jour, on nous présente un Camerounais qui boxe quelque part. Et les gens sont, oh, il y a boxe ce soir, tel va boxer, oh, tel va... On apprécie les gens lorsqu'ils sont en train de prendre des coups de poing. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. À la fin, on dit que, oui, ça c'est un grand Camerounais. Ça, c'est le grand Camerounais. Tel, Ganou est un grand Camerounais. Tel est un grand Camerounais. Et les jeunes se disent, voilà ce qu'ils doivent faire. Ils doivent souffrir, ils doivent se battre, ils doivent faire. Parce qu'un jour, ils seront aussi grands Camerounais. C'est parce que voici, Ganou vient de prouver qu'il aime tellement le Cameroun, qu'il a mis hissé le Cameroun à la surface ou bien à la surface de la terre, je ne sais pas où, du mont Everest, je ne sais pas où. Nous avons cette tendance au masochisme. On éprouve du plaisir à des souffrances énormes. Parce que ces souffrances énormes sont associées à l'image d'un grand amour. Je ne sais pas pour qui et pourquoi. Non. Regardons ce que nous voulons aimer. Est-ce que tu aimes le Cameroun? Est-ce que ta vie, tu peux dire, j'aime ce pays parce que je me sens ici? Est-ce que tu es en état d'amour? Quand tu es au Cameroun, quand tu es là, est-ce que tu es en état d'amour? Que tu sois dans la diaspora ou au Cameroun, est-ce que tu peux dire, quand je pense au Cameroun, je ressens l'état d'amour, je suis dans l'état d'amour? Non. C'est la souffrance, la misère, la torture, la précarité ambiante. C'est ça. C'est ça qu'il faut changer. C'est possible de changer collectivement si on se met ensemble. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais démontrer sur la sortie du petit. Le reste des discours qui passaient le bavardage. Et ils sont nombreux comme ça. On bavarde, on bavarde, on bavarde. On fait comme si on se plaint. Mais en fait, il ne suffit pas de se plaindre, il faut agir. Dès que tu te plains, tu mets des sommations. Et ces sommations doivent des ultimatums. Tu dis, ok, moi je ne veux plus ceci. Et je donne un ultimatum. Sinon, je fais ceci. Ce n'est pas sinon je me tue. Sinon, je deviens agresseur. Sinon, je vais me voler. Je vais fumer le banga. Ça, c'est de l'autoflagellation. C'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. Je le répète, ça, c'était le thème central de mon live. Tu dois dire sinon, nous vous mettons hors d'état de nuit. Nous nous mobilisons à travers les urnes. Machin. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que oui, son passé, j'ai un peu pris attention, j'ai suivi tout son TikTok. Il est là, il parle beaucoup trop de politique et tout, mais il a un candidat, il a des propositions, il a un monsieur du Nord là qui est pour, selon lui, le candidat, il est tout le temps en train de tirer sur les gens du MRC, sur Maurice Kamto, il est en train de faire toujours des trucs que tout le monde, des choses, il parle des choses, tu sens que ce n'est pas sincère ce qu'il est en train de faire. Tu sens que c'est juste pour attirer de la visibilité, pour qu'on parle de lui, que machin. Je ne prends pas ce genre de choses au sérieux.
C'est pour ça que j'interpelle la jeunesse et le peuple camerounais que des vraies choses ont commencé le jour où nous allons refuser d'aimer la souffrance dans laquelle ces gens nous ont plongés. De croire que le fait de trop souffrir fait de nous des gens extraordinaires. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es extraordinaire. C'est pas parce que tu souffres trop que tu es extraordinaire. Je veux qu'on sorte de ça. C'est lorsque tu t'engages à changer les choses pour le bien collectif, ton bien, le bien des autres, c'est ça qui fait de toi un être humain extraordinaire. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas autre chose. Merci. Merci à ceux qui étaient là.